Bien, il est 11 heures. Nous allons donc démarrer. Donc, juste avant de commencer, quelques présentations. On va se présenter nous-mêmes. Donc, je commence par Rémi, Rémi Granson. Bonjour, Rémi Granson, je suis responsable du développement commercial pour la partie intralogistique et en particulier dans le domaine du retail pour SIG France. Voilà, et moi-même, je suis Vincent Binet, donc je suis le directeur des ventes de la branche Logistique Automation pour SIG France. Donc, on représente aujourd'hui la filiale SIG à travers cette présentation. Alors, laissez-moi en quelques mots vous présenter SIG rapidement. Donc, SIG est un groupe allemand, une société allemande familiale, hein, fondée en 1946 par le docteur Erwin SIG, d'où le nom de la société. On a aujourd'hui un portefeuille de plus de 40 000 produits et solutions au catalogue qui sont développés dans nos 7 centres de recherche et développement basés un petit peu partout dans le monde. Et tous nos produits sont fabriqués également dans nos propres usines, qu'elles soient en Allemagne, aux États-Unis, en Malaisie ou en Chine, et afin d'avoir une couverture intégrale dans tous les pays du monde. Le groupe SIG a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliard d'euros l'année dernière et emploie un peu plus de 10 000 personnes. Dans ces 10 000 personnes, 1 300 personnes travaillent dans le domaine de la recherche et développement, ce qui nous permet de détenir 3 493 brevets technologiques sur des solutions. Alors, le marché industriel dans lequel se concentre la société SIG tourne autour de ces 3 piliers. L'automatisation des usines, les usines de production, ce qu'on appelle le factory automation, l'automatisation de la logistique dont on va parler aujourd'hui et la partie automatisation des processus. Un petit focus sur la partie logistique automation. Donc, la partie logistique automation regroupe différents secteurs d'activité, le domaine de l'aéroportuaire, le domaine de la messagerie, colis, express et postal, le domaine du stockage et convoyage et intralogistique, c'est tous les systèmes intégrateurs qui travaillent dans ce domaine-là, mais également le domaine du transport logistique avec le mobile automation, les véhicules industriels, ce que l'on entend plutôt sous le nom de AGV, AMR, AGC, véhicules sans conducteur, mais également le domaine du trafic routier, la gestion des bâtiments, la sécurité des bâtiments, les ports ou encore les grues. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un domaine d'activité qui est le domaine du retail et warehousing. Alors, pourquoi ce webinaire? On va vous parler effectivement des 4 tendances technologiques qui sont à déployer dans le domaine du retail and warehousing, suivant quatre tendances incontournables aujourd'hui, qui sont la première, l'automatisation partielle et toutes les technologies qu'on peut associer pour une mise en œuvre de solutions progressives, comment faire petit à petit progresser les solutions d'automatisation au sein de l'entrepôt pour tendre vers de l'entrepôt 4.0. Le deuxième thème que l'on abordera dans ce webinaire, c'est la fiabilisation de la préparation de commandes, qui est un enjeu important pour les clients, notamment dans la partie e-commerce. Comment gagner du temps dans le transport des marchandises dans l'entrepôt? Quelles sont les technologies à utiliser pour cette partie-là? Et enfin, le dernier thème, comment gérer la complexification des flux de marchandises, notamment du fait de dimensions différentes, de genres différents, voire encore de produits dangereux. Alors, juste avant de débuter, revenons un petit peu sur le pourquoi d'une automatisation des centres logistiques, en commençant par le comportement des consommateurs. Évidemment, le comportement des consommateurs a bien évolué, et surtout ces derniers temps. On est passé d'une époque du libre-service à la commande via le e-commerce, une demande de livraison dans un temps toujours le plus court possible. Donc demain, vous l'avez déjà vu chez certains e-commerçants, ce sont peut-être des drones qui livreront également la commande à la porte de la maison du client. Donc en conséquence, aujourd'hui, les e-commerçants ou les entrepôts logistiques doivent adapter la préparation de commandes avec l'utilisation de solutions automatisées, telles que des capteurs, des systèmes de lecture, des systèmes de mesure de volume ou encore de solutions de robotisation. Alors, on va vous parler aujourd'hui des technologies à mettre en œuvre pour vous permettre justement d'adapter pas à pas votre entrepôt actuel et de le faire tendre vers un entrepôt 4.0.
Alors aujourd'hui, l'entrepôt retail, l'entrepôt logistique ou retail suit en général le schéma suivant. On retrouve une entrée des marchandises avec une partie manutention où on dépaletise. On retrouve un système de convoyage qui soit automatisé ou non, simplement mécanisé. On retrouve une partie stockage en rack. On retrouve le domaine du transport. Ça va être toute la partie du tri. Alors encore une fois, il peut être automatisé ou manuel, le picking, et puis à nouveau une partie de stockage, stock tampon, et de la manutention avec de la palettisation et une expédition. Alors la question que je vais poser à mon collègue Rémi, c'est est-ce que tu peux nous parler justement des zones de cet entrepôt qui pourraient être optimisées avec l'aide de nouvelles technologies? Bien sûr, alors, si l'on suit le voyage d'un colis ou d'un article au travers de cet entrepôt, on va trouver un certain nombre de zones que l'on peut optimiser. Alors, euh, à l'arrivée des colis ou des articles dans l'entrepôt, on va trouver la détection de produits dangereux, par exemple, qu'il est nécessaire de gérer immédiatement de façon spécifique. On va trouver de la mesure de palette ou de la mesure de colis, de façon à s'assurer que quand ces colis ou ces palettes vont être mis dans des mini-loads ou dans des palettiers, on n'ait pas de problème de mécanique. On va retrouver des contrôles avec des portiques RFID qui vont permettre de faire des contrôles en masse de tags sur des palettes ou sur des colis. On va pouvoir également vérifier le fait que les palettes soient correctement constituées et encore une fois ne puissent pas cracher dans un palettier. Si l'on s'oriente plutôt vers la partie préparation de commande, une opération classique consiste à contrôler le fait que les bacs dans lesquels on va préparer une commande soient vides et ne contiennent plus d'articles d'une commande précédente. On va bien sûr avoir tout le domaine de l'identification des articles ou des colis ou des bacs avec la lecture de code 1D, 2D, soit de façon automatique, soit de façon manuelle. On va avoir également une notion de localisation et de suivi des palettes et des chariots dans l'entrepôt, de façon à optimiser leur déplacement et vérifier qu'on n'ait pas perdu de matériel. On va, à partir du moment où on parle de centre de distribution, on va avoir besoin de mettre à jour des bases de données articles, de façon à connaître pour chaque article son identification, ses dimensions, son poids, différentes caractéristiques et pouvoir préparer proprement une commande. On va pouvoir également, sur des trieurs, vérifier que les colis qu'on va expédier ne sont pas en doublon ou hors norme, ce qui signifierait envoyer des colis sur la mauvaise destination, par exemple. Et puis, encore une fois, on va retrouver la partie contrôle expédition par RFID, typiquement sur des colis, dans lequel on va pouvoir en masse lire l'ensemble des étapes constituant la commande. Alors, merci Rémi de nous avoir fait cet aperçu de toutes les zones qui peuvent bénéficier de ces nouvelles technologies. Alors, on va justement maintenant les aborder et commençons donc par le premier enjeu. Donc, le premier enjeu, c'est l'automatisation partielle et toutes les technologies qu'on peut associer par ces mises en place. Le premier point, ce sera sur les systèmes de mesure de volume, poids-volume de palette. Les postes de lecture manuelle, comment on peut optimiser ça et associer de la technologie sur ces postes de lecture manuelle aujourd'hui, et la gestion des retours et des expéditions. Donc le premier point, ma première question, je veux optimiser les coûts de transport de mes palettes en payant le juste prix. Aujourd'hui, quel est le meilleur moyen pour faire ça? Alors, la meilleure solution aujourd'hui, c'est d'utiliser un système de mesure poids-volume qui soit certifié, c'est-à-dire que le système va faire ses mesures de façon légale, et donc ça va vous permettre d'avoir les mesures des 3 dimensions d'une palette ou d'un colis. Ça va vous permettre de comprendre si les services qui vous sont facturés pour le transport de ces palettes ou ces colis sont effectivement les plus adaptés et vous permettre d'optimiser ces facturations. Et puis, on peut trouver également des caméras installées sur ces systèmes qui permettent de visualiser l'état de la palette ou des colis à l'expédition, ce qui est toujours utile en cas de réclamation. Donc on a vu comment effectivement on pouvait optimiser ça. Donc l'intérêt, c'est de payer le juste prix au niveau du transport de ces marchandises pour éviter
des pertes d'argent quant à l'expédition. Ça permet également aussi de pouvoir remplir correctement un camion ou surtout également de pouvoir expédier des colis avec la juste taille et non pas des tailles trop surdimensionnées comme on le reçoit souvent aujourd'hui à la maison, des cartons de très grande dimension pour un petit paquet à l'intérieur. Alors, l'autre poste sur la partie lecture manuelle, aujourd'hui, tout le monde a des douchettes code à barre, ça, il n'y a pas de souci, on a des personnes, des opérateurs pour ça, mais je voudrais aussi leur faciliter le travail de ces opérateurs sur les postes de lecture manuelle. Aujourd'hui, comment on peut fluidifier cette manipulation des produits ou des colis? Alors, il existe plusieurs possibilités en fonction de vos process. La lecture manuelle, c'est évidemment la solution traditionnelle avec un pistolet filaire ou une liaison Bluetooth, Wi-Fi par exemple. Il existe une autre solution qui est une solution semi-manuelle dans laquelle en fait l'opérateur va présenter le colis sous un système de lecture fixe. L'intérêt, c'est qu'il n'a pas à manipuler le pistolet, le colis, reposer le colis, reprendre le pistolet. Donc c'est une opération qui va fluidifier et rendre l'opération de lecture plus rapide. Ça, c'est une chose. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la technologie RFID avec laquelle on peut faire des opérations équivalentes. Donc, présenter un colis ou un article sur un interrogateur RFID pour en récupérer l'identification. Donc, il y a effectivement la possibilité d'optimiser le travail des opérateurs dans le sens où si on utilise effectivement un système de caméra de lecture, l'opérateur peut avoir ses deux mains libres en fait et de présenter son colis sous la caméra sans se soucier de l'orientation du code ou de choses comme ça pour avoir les deux mains complètement libres. Au niveau des gestions des retours et des expéditions, comment pouvoir effectivement vérifier à 100% que les réceptions et les expéditions de mes articles, et justement, on parlait tout à l'heure de la partie RFID juste avant, comment justement cette partie RFID peut-elle répondre à mon besoin? Alors, quand on reçoit des cartons ou des palettes, on reçoit ces cartons, ces palettes contenant la palette plusieurs cartons et le carton plusieurs articles. Il n'est pas toujours possible de sortir tous les articles pour vérifier que le contenu d'un carton est correct, par exemple. Donc l'intérêt d'un portique ou d'un tunnel RFID, c'est qu'on va vérifier immédiatement, sans avoir à ouvrir le carton, la qualité de la réception en lisant tous les tags qui sont dans un carton, par exemple. Donc on va immédiatement comprendre si le carton est correctement constitué, s'il répond à l'attendu ou s'il y a des mélanges d'articles. Donc on va avoir une gestion plus précise et plus rapide des réappros stock et magasins, une gestion plus précise des retours des magasins, de cartons qui reviennent d'un vendu. Ça permet de réduire les coûts et les temps de retraitement, puisque si on a des cartons qui ne sont pas conformes à l'attendu, il va falloir peut-être repasser des commandes auprès du fournisseur. Donc on ne va pas attendre le moment où on prépare la commande pour s'apercevoir d'une erreur. Et donc on aura une meilleure satisfaction client de façon générale, puisque on va préparer une commande, alors soit vers le magasin, soit vers le particulier, qui sera vraiment conforme à l'attente. Alors, on parlait effectivement de la préparation de commande, donc justement, ça fait une bonne transition avec le deuxième topic hein, concernant l'augmentation et la fiabilisation de la préparation de commande. On va voir dans ce thème-là les sujets autour de la détection de bacs vides, la fiabilisation de lecture des codes, la fiabilisation des bases de données articles et la partie manutention robotisée. Alors, sur la partie détection de bacs vides, si j'utilise des bacs pour ma préparation de commande, je vais être sûr que mes bacs ne contiennent plus d'articles comme de la commande précédente. Quelles sont les technologies aujourd'hui disponibles pour faire ce contrôle de façon automatisée? Alors effectivement, le mieux, c'est d'automatiser à 100% cette détection. L'idée, c'est de s'assurer que dans le bac vide, il ne reste pas d'articles de la commande précédente. Donc, on peut partir de solutions très simples sur des bases de cellules, mais si on veut vraiment vérifier qu'au fond de ce bac ne reste pas des petits colis ou des colis plats ou des lettres, le mieux, c'est d'utiliser des capteurs de vision 2D ou 3D qui vont permettre, alors soit avec de la détection de contraste, soit avec des notions de deep learning, c'est-à-dire qu'on va vraiment apprendre les cas de figure corrects ou incorrects, l'état du bac au début de la préparation. Donc ça évite les mauvaises livraisons, c'est-à-dire livrer à une personne un article qui ne lui correspond pas.
Ça permet de réduire les coûts de retour, de récupération d'articles, de retraitement ou de perte d'articles éventuellement. Et puis encore une fois, le client sera plus satisfait en sens où il aura une commande qui correspondra exactement à son attente. Alors donc, avec ces capteurs de vision, le capteur en gros inspecte le fond du bac, détecte la présence d'articles restants, et puis si le bac correspondant est alors contient encore un article, il est sorti effectivement du circuit, il est vidé effectivement par un opérateur, mais ça lui permet effectivement de minimiser son temps de contrôle là-dessus. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ça concerne la fiabilisation de lecture des codes barres par l'utilisation de caméras. Alors, comment la lecture de code par caméra peut-elle améliorer mes process logistiques par rapport au système laser classique? Alors, effectivement, la solution lecture laser, c'était la solution classique de lecture code à barre. La solution par caméra est de plus en plus utilisée. Alors, pourquoi? Parce que ces caméras utilisent des traitements d'images extrêmement sophistiqués qui permettent d'assurer une lecture de code qui soit moins dépendante de soit la qualité des codes, soit des types d'impression, soit éventuellement des dégradations que les codes auraient pu subir. Donc, on aura des taux de lecture de façon générale bien plus importants. Dans ces cas-là, on va éviter des relectures manuelles qui sont lentes et coûteuses. Si on n'a pas lu un colis automatiquement, il faut le ressortir sur un circuit spécifique, éventuellement réétiqueter. Là encore, on va perdre du temps et le coût d'une étiquette. Ça permet de compléter la lecture de code à barre par l'utilisation d'OCR. C'est-à-dire, si le code à barre n'est pas suffisant, si on a besoin de lire des mentions spécifiques sur une étiquette, on peut très bien utiliser l'image de la caméra, la renvoyer à un système de lecture d'OCR ou traiter dans la caméra pour compléter l'identification du colis. Et puis, un avantage indirect de l'utilisation de caméra, c'est que lorsqu'on a des non-lus, on peut mémoriser les images sur ces conditions et ça permet d'analyser les causes de ces non-lus. Donc, ça peut être soit des causes lues au code, au carton, soit identifier des clients qui remettent des cartons ou des étiquettes qui sont systématiquement non conformes. Donc, on va énormément améliorer la qualité de la préparation de commandes et encore une fois fluidifier le process. Donc, si je résume, en fait, c'est la qualité du code qui oriente le choix de la technologie. Si le code est très bon, que vous maîtrisez, que vous l'imprimez vous-même, pas de souci, le lecteur laser est encore la bonne solution. Par contre, effectivement, on se rend compte, notamment dans l'e-commerce, de l'arrivée des home labels, c'est-à-dire des clients, des consommateurs qui impriment les codes à barre pour expédier leurs objets directement chez eux. On n'est pas sur des qualités de code très suffisantes. On voit des choses en termes de qualité qui sont pas très bonnes. Et donc, dans ces cas-là, la caméra elle permet effectivement d'avoir cet avantage sur la partie lecture. Alors maintenant, si on reste toujours dans la préparation de commandes, mais sur la fiabilisation des bases de données articles. J'ai une base de données articles, elle est mal renseignée ou elle est renseignée de façon manuelle, elle prend beaucoup de temps, il faut prendre des mesures, il faut prendre des poids, il faut la renseigner manuellement. Bien évidemment, dans ces cas-là, tout ce qui est manuel, autant vous dire que les mises à jour sont difficiles. Aujourd'hui, quels sont les outils disponibles pour améliorer cette situation? Alors effectivement, c'est une opération qui aujourd'hui est encore faite assez souvent manuellement. Pour la fiabiliser et la rendre plus pratique et plus rapide, le mieux c'est d'utiliser un système automatique de numérisation de ces données. Donc on va utiliser un système qui va permettre de peser l'article, de mesurer ses dimensions et de lire son code à barre ou ses codes à barre, éventuellement de renseigner des mentions particulières, type une couleur, une version d'article. Donc l'idée après ça, c'est qu'on va pouvoir renseigner la base de données qui sert à préparer correctement la commande de façon plus fiable. Donc ça permet d'avoir exactement le type de carton à utiliser pour préparer une commande, de savoir combien d'articles on peut mettre dans le carton. Ça permet d'utiliser le format des cartons, de l'optimiser de manière à avoir le format juste adapté à la commande et non pas un gros carton pour préparer une commande avec deux, trois petits articles. On va fiabiliser la préparation, c'est-à-dire qu'on ne risque pas de se trouver au bout de quelques articles d'une commande avec un carton trop rempli, par exemple.
Ça permet d'optimiser les zones de stockage des articles, puisqu'on saura exactement les tailles précises de ces articles. Et puis, ça sera toujours un geste pour la planète, puisqu'effectivement, on va éviter d'utiliser des emballages qui sont totalement inadaptés à l'article à envoyer. Alors, ce système de fiabilisation ou de numérisation des master data, on peut à la fois le faire de façon statique par un opérateur, mais on peut également l'utiliser de façon dynamique si on a des convoyeurs. On peut très bien utiliser ça sur un système de convoyage. Voilà. Alors, l'autre point, c'est la partie, effectivement, sur la partie manutention robotisée. Préparation de commandes, je prépare toujours mes commandes manuellement dans des bacs. Est-ce qu'il y a une solution qui existe pour automatiser ces tâches, pour aider effectivement les opérateurs? Alors oui, effectivement, on peut aider l'opérateur en automatisant ses tâches. Alors, on ne va pas forcément complètement automatiser la tâche, mais on va aider l'opérateur à réaliser des opérations qui sont répétitives, plus ou moins contraignantes. Et là, on va pouvoir utiliser des robots, typiquement, qui vont être équipés de capteurs de vision. Et une tâche classique pour ces robots, c'est d'aller chercher des articles dans des bacs et les présenter à l'opérateur ou préparer directement une partie de la commande automatiquement sans intervention de l'opérateur. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir un système qui soit plus rapide, plus systématique. On va encore une fois éviter des coûts de reprise manuelle en cas d'erreur. Et puis, l'opérateur, finalement, interviendra pour finaliser la préparation de commande, et notamment dans le cas où des articles ne seraient pas, seraient pas adaptés à la prise par robot. Donc, on va dans ce cas-là parler de cobots ou de robots qui vont permettre une coopération machine utilisée. C'est-à-dire qu'on ne va pas séparer le robot et l'opérateur, mais on va permettre à chacun d'eux de travailler en coopération et de façon à optimiser l'ensemble du process de préparation de commande. Donc, en résumé, la préparation de commande, elle peut être débutée avec ces robots ou ces cobots avec les bras robotisés équipés de capteurs de vision. Et puis ensuite, à la fin, l'opérateur finalise et vérifie le reste de la préparation. Alors, après avoir vu effectivement les sujets autour de la préparation de commande, on va maintenant parler des technologies pour le transport des marchandises au niveau de l'entrepôt. Comment gagner du temps et optimiser les flux, quelles sont les différentes technologies d'identification automatique sur convoyeur, la localisation de palettes, qui est aussi un enjeu important, et puis la détection de débordement de palettes pour des questions de sécurité, mais aussi d'optimisation de chargement. Alors, sur le gagner du temps et optimiser les flux, aujourd'hui, on entend parler de convoyeurs, ça c'est mécanisé ou automatisé complètement, mais également de véhicules, chariots automatisés, robots automatisés, AGV, AGC, AMR. Aujourd'hui, finalement, quelle solution on peut privilégier dans un entrepôt? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas parler de façon binaire. On n'a pas la solution unique qui va résoudre tous les problèmes. Ces différentes technologies doivent être considérées comme complémentaires et elles sont adaptées à des types de process ou à des portions de process bien spécifiques. De façon générale, si on recherche du débit ou de la vitesse, il est clair qu'un convoyeur reste encore une très bonne solution si on a un circuit de préparation fixe. En revanche, si vous cherchez une solution flexible, facilement reconfigurable ou adaptable à une évolution de vos circuits, là, la solution AGV est à privilégier de façon générale, sachant que les deux peuvent évidemment être utilisés conjointement de manière à avoir un process final complètement optimisé. Merci Rémi. Donc effectivement, on voit il n'y a pas une solution ou l'autre. L'idéal, c'est de privilégier ou d'avoir les deux solutions. SICK travaille à la fois avec les systèmes intégrateurs qui proposent des convoyeurs complètement automatisés, mais également on vend de la technologie de capteurs à tous les fabricants de chariots ou de systèmes robotisés. Donc voilà, on n'est pas fabricant de convoyeurs chez SICK, on n'est pas fabricant de robots, d'AGV ou d'AMR, mais en tout cas, si vous cherchez des technologies comme celle-ci, on peut vous orienter vers nos partenaires sur ces sujets-là.
Alors, au niveau toujours, si on reste sur la partie effectivement convoyeur, quelles sont les différentes technologies d'identification qu'on peut retrouver sur les convoyeurs? Si je dois m'équiper de systèmes de lecture de code barre automatisés, quelle technologie je dois choisir pour mon projet pour atteindre finalement le meilleur taux de lecture? Parce que moi, ce que je veux, c'est que la lecture soit faite de façon automatisée à quasi 100%. Alors, encore une fois, il faut utiliser une technologie qui soit adaptée au cas de figure. C'est-à-dire que euh, si on prend les lecteurs laser, par exemple, aujourd'hui, ça reste une très très bonne solution avec un excellent rapport qualité-prix sur des codes de bonne qualité et avec une impression maîtrisée, c'est-à-dire dans des conditions de process maîtrisées. On a parlé de caméra il y a quelques minutes. Effectivement, la caméra, on la voit de plus en plus arriver dans des cas où on risque d'avoir des codes mal imprimés, abîmés, et là, elles vont permettre de maximiser le taux de lecture dans ces situations. Et puis la caméra, donc, ce que l'on disait, c'est qu'elle permet l'utilisation d'OCR, c'est-à-dire de reconnaissance de caractère, en complément de la lecture des codes. Et puis, enfin, on va pouvoir utiliser différents types de caméras, donc soit des caméras matricielles pour les petits convoyeurs ou relativement petits ou moyens formats de carton. Et puis pour les grands trieurs rapides, très larges, on va pouvoir utiliser une technologie de caméra linéaire qui, elle, est adaptée à ces grandes vitesses et à ces grandes tailles de colis. Donc, en quelque sorte, le laser, la caméra, si je suis sur des convoyeurs d'une largeur d'à peu près 50 cm, c'est optimal. Par contre, dès qu'on part sur des convoyeurs de largeur d'1 mètre, 1,50 m et avec des débits au-delà de 2 mètres, 2 mètres et demi par seconde, vaut mieux privilégier la caméra linéaire. De façon générale. Et finalement, la RFID dans tout ça, est-ce que ce ne serait pas la solution idéale? Parce qu'au final, il n'y a pas besoin de lire un code. La RFID, c'est une puce qui émet, et donc finalement, c'est peut-être la solution la plus judicieuse, non? Alors encore une fois, les différentes technologies doivent être utilisées vraiment en adéquation avec le process et peuvent être complémentaires. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les prix des tags, depuis plusieurs années, ont énormément baissé. C'est ce qui permet de voir l'utilisation de la RFID se généraliser dans différents domaines, le retail et l'aéroport, par exemple. La RFID offre différents avantages décisifs par rapport à la lecture de code barre. Par exemple, elle permet d'écrire des données dans le tag. Donc ça permet au fur et à mesure d'un process soit de fabrication, soit de cheminement d'un colis, d'écrire des tags et de décrire exactement l'état du carton. La RFID permet de lire des tags en masse, c'est-à-dire que dans un carton où j'ai quelques dizaines d'articles, lire les différents articles en sortant, en les lisant manuellement, c'est pas envisageable. La RFID, elle, permet, avec des tunnels, de lire en masse tous les tags inclus dans un carton. Donc ça, c'est très utilisé aujourd'hui dans le domaine du retail, où effectivement, on a des cartons qui peuvent contenir jusqu'à 100 ou 150, voire 200 articles. On a peu de problèmes de dégradation du tag comme on peut avoir en code à barre. Un code à barre, mais quelquefois, il suffit de le frotter, de l'arracher, et puis voilà, sa lecture devient problématique. C'est beaucoup moins le cas pour la technologie RFID. En revanche, la RFID va imposer quelques règles d'utilisation. Alors, les deux ennemis naturels de la RFID sont les liquides et le métal. Donc, ça va peut-être imposer quelques règles d'étiquetage des articles, éviter d'avoir des tags en contact avec des boucles métalliques de ceinture ou de vêtements, par exemple. Ça va nécessiter de convoyer les cartons, par exemple, avec un certain espace suffisant, de manière à éviter le mélange de tags entre deux cartons successifs. Je dirais que de façon générique, une bonne habitude sur un projet RFID, que ce soit portique ou tunnel, c'est de procéder à des essais qui vont permettre de déterminer les conditions optimum d'utilisation de la solution, voire quelquefois modifier des règles d'étiquetage ou des méthodes d'étiquetage de manière à vraiment obtenir le meilleur résultat sur cette technologie. Donc, en résumé, la RFID, ce n'est pas forcément la solution idéale, mais la solution idéale, c'est plutôt la combinaison de la lecture de code à barre, soit par de la caméra, du lecteur laser, associée à de la RFID, qui permet d'aller chercher justement les
les pourcentages de taux de lecture que l'on n'atteint pas uniquement sur du code à barre, pour les histoires de code dégradé ou choses comme ça. Mais c'est peut-être au final la solution la plus adéquate, c'est d'avoir un mix des deux technologies sur un seul et même parti. Voilà, en fonction des process à équiper. Alors, sur la partie localisation de palettes, on a un constat qui est souvent remonté de par nos clients, qui constatent effectivement que d'une perte de temps importante dans le temps à chercher les palettes dans l'entrepôt, notamment dès qu'on a effectivement les périodes de livraison où les camions arrivent et déchargent un maximum de palettes dans un temps extrêmement réduit. On se retrouve avec un entrepôt logistique avec des palettes un petit peu partout. Les magasins aussi, quand on est dans le monde du retail, entre l'entrepôt logistique et les magasins, ils aimeraient bien connaître en temps réel les dates de livraison des colis qu'ils ont commandés. Comment on peut remédier à cette situation? Quelle technologie on peut utiliser pour ça? Alors effectivement, quand on parle de palettes, aujourd'hui, une problématique, c'est de localiser les palettes dans un entrepôt de préparation de commandes, savoir à quel état de la préparation elles en sont et savoir si elles partent éventuellement sur le bon quai de chargement. Donc il existe différentes solutions d'identification et de localisation des palettes, soit en Wi-Fi plutôt pour la partie indoor, soit en ultra-wideband pour la partie outdoor. L'intérêt, c'est qu'on va éviter de perdre des palettes, ne pas savoir où se trouve une palette et éventuellement avoir le risque qu'elle ne parte pas avec le chargement. Ça optimise la recherche géographique de palettes. Plutôt que de passer son temps à se balader dans l'entrepôt, essayer de trouver une palette, on va pouvoir instantanément savoir connaître sa localisation. Donc ça permet d'optimiser le flux de marchandises entre le magasin et l'entrepôt ou en interne à l'entrepôt. Et puis ça évite les erreurs de préparation de commande en envoyant une palette sur le mauvais quai de chargement ou en l'oubliant dans l'entrepôt et donc encore une fois prendre le risque qu'elle ne fasse pas partie du chargement prévu. Alors, ce système de localisation de palettes qui évite la perte de palettes, optimise la recherche géographique des palettes ou des équipements, on peut également utiliser cette même technologie sur des chariots, par exemple, pour savoir quelle est la position du chariot dans l'entrepôt. Tout à fait. Et donc, de vérifier que le chariot prépare correctement la commande qui lui est affectée avec les bonnes palettes pour le bon quai de chargement. D'accord. Alors, si on reste sur justement ce thème de localisation de palettes, ça permet justement la bonne transition avec le dernier thème, qui est un thème assez redondant et assez demandé également dans le domaine de l'intralogistique, c'est la détection de débordement de palettes. Donc, il arrive que les palettes soient mal constituées ou parfois chutent. On ne peut pas optimiser non plus l'espace de stockage parce que si une palette est mal constituée, on ne peut pas les stocker les unes à côté des autres dans l'espace convenu. Comment détecter au plus tôt cette situation pour éviter d'aller effectivement engorger une zone de stockage au niveau des palettes? Alors le plus simple dans ce cas-là, c'est d'utiliser un contrôle de gabarit. Donc un contrôle de gabarit, c'est un système basé sur un scan laser en général, qui va mesurer les dimensions des palettes. Donc hauteur, longueur, largeur, et voir la taille du plus petit cube contenant cette palette. Donc ça permet de vérifier que la palette correspond bien au standard attendu. On peut vérifier également le débordement d'articles sur une face d'une palette. Donc ça va éviter, d'avoir une palette mal préparée qui risque de chuter. Alors chuter, on peut avoir des casses mécaniques, hélas, on peut avoir aussi des opérateurs qui soient blessés de ce fait. Ça permet d'éviter d'avoir une palette qui ne rentre pas dans un palettier. Soit ça rentre pas simplement, soit on va avoir un choc avec le palettier, on va abîmer le palettier ou la palette elle-même, ou avoir des problèmes avec le chariot. On va optimiser vraiment effectivement l'espace de stockage nécessaire et s'assurer que le process de gestion de la palette soit fluide et avec le minimum de risque, soit pour la palette, soit pour les opérateurs, soit pour les machines environnantes. Alors, ce système de contrôle de gabarit, on peut à la fois effectivement l'intégrer en termes de portique sur un convoyeur, mais on peut très bien aussi imaginer d'avoir un chariot qui passe sous ce portique-là directement pour faire cette même mesure. Exactement. Alors, on passe
L'autre thème, la gestion de la complexité des flux de marchandises qui sont dans l'entrepôt. Comment tracer et détecter les labels spécifiques ou labels dangereux qui sont sur les produits. Et puis, comment gérer les objets hors normes ou en doublon, ce qu'on appelle les cas de dédoublonnage. Alors, ma première question sur la détection des labels de produits dangereux, je dois m'assurer que les colis qui contiennent des matières dangereuses soient traités correctement au niveau de mon flux logistique. Est-ce que je peux automatiser leur détection? Oui, oui, c'est tout à fait faisable. Alors, c'est un process qui est géré manuellement, traditionnellement, on va dire. Une solution consiste à utiliser une caméra et un logiciel de reconnaissance d'image auquel on aura appris les différents logos, alors qui respectent les normes en vigueur, hein, IATA, 49 CFR, ADR. Donc, on va pouvoir automatiquement détecter ces logos et dévier les colis concernés, dans le cas où même éventuellement il n'aurait pas été géré correctement par l'opérateur, de façon à éviter tout problème. Donc ça va faciliter vos audits, vos certifications, ça évite les accidents opérateurs. Voilà, on va pouvoir automatiser et fiabiliser le traitement de ces colis spécifiques. Donc, à partir du moment où j'utilise une solution caméra, je peux prétendre installer un logiciel de reconnaissance d'image sans avoir à changer mes caméras, en fait. Non, effectivement, il est tout à fait faisable d'implanter ce logiciel de détection dans une caméra qui va assurer la lecture des codes, l'identification ou le traitement d'OCR. C'est simplement voilà, une fonctionnalité supplémentaire dans la caméra qui enverra dans son message à l'automatisme ou à l'informatique un flag supplémentaire indiquant la présence de ce type de colis avec sa spécificité. Et simplement pour terminer, il est bien entendu possible d'apprendre des nouveaux logos qui peuvent être spécifiques à un process. Alors, ce qui permet justement la même liaison sur le thème suivant, qui est la détection des objets hors normes ou en doublon. Je constate des erreurs de tri, des retours incompréhensibles d'articles de clients. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été livré en trop. Alors, en trop, c'est jamais trop grave. En pas assez, ça est souvent plus problématique. Mais aujourd'hui, pareil, quels sont les outils ou les technologies disponibles pour améliorer cette situation? Alors, les erreurs de préparation de commande, tout à l'heure on parlait de détection de bac vide. Une autre problématique classique, c'est sur un trieur ou sur un convoyeur, avoir des objets qui ne soient pas individualisés, c'est-à-dire pas séparés correctement les uns des autres. Donc ça peut être soit deux colis qui sont trop proches l'un de l'autre, soit deux colis qui sont l'un sur l'autre, qui se retrouvent partiellement. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on va envoyer sur une sortie de tri deux colis au lieu d'un. Donc, certainement, il y a un colis qui va être distribué là où il ne faut pas. Une deuxième problématique, c'est que dans le cas où on a des systèmes de mesure de volume certifiés, le système de mesure de volume certifié, lui, ne va pas reconnaître obligatoirement qu'il y a deux colis. Il va comprendre que c'est un colis non cubique. Et donc, on va faire une mesure certifiée qui va autoriser le transporteur à facturer alors qu'il ne devrait pas, puisqu'on n'a pas affaire à un colis isolé. Donc ça va éviter des erreurs de tri, de façon générale, des erreurs de mauvaise facturation au volume, éventuellement des casses mécaniques, en ce sens où on va pouvoir effectivement aussi détecter des colis qui ont des formes trop anormales, on va dire, pas stables, qui puissent tomber ou rouler sur les trieurs. Encore une fois, on va éviter les coûts de renvoi des colis, de récupération des colis qui n'ont pas été envoyés correctement au bon destinataire. On va réduire les délais de livraison puisqu'on va éviter de perdre des colis dans un circuit où ils ne devraient pas se trouver. Donc encore une fois, on va avoir une meilleure satisfaction client en préparant exactement la commande attendue. Donc, c'est un vrai complément au système mécanique de singulation automatique, en fait. Voilà, tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'aller traquer les dernières erreurs de préparation de commande. On arrive au terme de la présentation. Simplement, toutes ces technologies-là sont disponibles aujourd'hui au catalogue SICK. On est capable de vous accompagner, donc effectivement, comme vous l'avez vu, sur des produits, sur des systèmes, un assemblage de différents produits pour constituer un système. Mais SICK est également, en termes de services, capable de vous accompagner sur de l'audit, du conseil et après, bien évidemment, des contrats de maintenance sur nos systèmes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur ces sujets-là.
Toutes ces technologies sont disponibles. On les utilise dans nos propres usines, dans nos propres entrepôts logistiques, qui sont tous équipés de ces solutions que vous avez pu découvrir ici. Malheureusement, la période Covid ne nous permet pas de vous inviter dans notre usine en Allemagne, notamment pour aller découvrir ces solutions-là, mais on peut le faire de façon effectivement virtuelle. On a également un centre logistique de test basé à Marne-la-Vallée pour pouvoir effectivement découvrir ces solutions-là et faire des essais, notamment, comme le disait tout à l'heure Rémi, sur la partie RFID. Ce webinaire est donc maintenant terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par email. Vous avez nos coordonnées ici, celles de Rémi et les miennes. On dispose d'une équipe commerciale basée en France avec une trentaine de commerciaux répartis sur les différentes régions de France. Donc s'il y a besoin de voir un commercial SIC, c'est également possible. N'hésitez pas à revenir vers nous et on vous mettra en relation avec vos interlocuteurs régionaux. Merci à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée.